roadster de 180 chevaux, est-ce bien raisonnable? La réponse est non, et c'est bien ça qui est bon. Quasiment revue du sol au plafond, la KTM 1290 Super Duke R a le double mérite d'être extrêmement forte en sensation et d'être relativement facile à emmener, sauf à vouloir en trouver les limites. En tout cas, Philippe est revenu extatique de son essai du monstre au Portugal, sur route comme sur piste. Ouais, salut les copains, alors aujourd'hui on va le dire clairement, on n'est pas sur une moto Teletubbies et on n'est pas sur une moto non plus pour les permis à deux. On est sur ce que KTM appelle The Beast 3.0. Et pourtant quand on monte dessus, on se dit bon, le truc fait 1301 cm3, 180 chevaux, ça doit être assez monstrueux. Mais la première force de cette moto, c'est qu'en fait sa prise en main est plutôt facile, parce que la position de conduite elle est un poil sur l'avant avec le cintre comme ça, mais en fait ça n'a rien de réellement radical. La moto, la selle est relativement haute, 835 mm, mais bon, pour une taille moyenne ça passe. Puis le réservoir est assez fin, parce qu'en plus il a perdu 2 litres par rapport à celle d'avant. Donc du coup moto facile d'accès, 189 kg, ils ont rogné du poids un peu partout. On va pas rentrer dans les détails, il y a plein d'explications sur l'article sur Motoservice, je vous encourage à y aller. Et l'autre point aussi, c'est que effectivement cette moto elle est entièrement nouvelle. Pourtant je vais vous avouer un truc, quand je l'ai vu j'y ai pas trop cru, parce que ils ont gardé le même designer, Kiska, et puis ils l'ont laissé jouer avec ses outils préférés qui sont respectivement une équerre et un pot de peinture orange, et j'avoue que j'ai pas vu la différence. Or quand on regarde de près, l'optique est différente. Désormais l'admission d'air forcé passe entre les deux flancs acérés de l'optique de phare. Le moteur a été revu, il n'est pas Euro 5 mais il est presque prêt à être Euro 5. Il fait 180 chevaux, 140 Nm, et surtout il y a 120 Nm de dispo dès 4500 tours. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que quel que soit le régime, quel que soit le rapport, vous accélérez. Regardez là comme ça, je suis à mi-régime dans le gras du couple et ça part, mais c'est un putain d'avion. Et je vous raconte même pas l'allonge et la force dans les tours avec le grand guidon là, on en prend plein la quiche, ça défile en hyperespace et c'est trop bon. Mais on se calme parce qu'on est sur la route. Et l'autre point, voilà, donc tout a été redessiné, les suspensions sont nouvelles, désormais il y a une biellette sur l'amortisseur arrière, ce qui n'était pas le cas avant. Le cadre est nouveau, plus rigide, 3 fois plus rigide. Alors moi j'avais pas le sentiment que l'ancien se tordait comme un chamallow, mais bon, 3 fois plus rigide, ça fera plaisir à ceux qui font de la piste ou qui font du ProTwin et de la piste d'ailleurs. On en fera un peu tout à l'heure, je vous en parlais brièvement. Alors cette moto, ce qui est intéressant, c'est que malgré les deux gros pistons sur des cartographies assez soft, hein, comme street ou sport, on a quand même de la souplesse, on a une réponse qui est assez douce à l'accélérateur, on a des commandes super bien calibrées, on a des suspensions qui sont, osons le mot, confortables. C'est beaucoup plus moelleux, beaucoup plus progressif qu'une Tuono 1100 V4 par exemple, et je suis sûr que la Street Fighter V4 ce serait une planche de fakir, et ça n'a rien à voir, et ça se laisse emmener très facilement. Et là vous voyez, je suis en bord de mer dans le sud du Portugal, il y a un paysage magnifique, et c'est le genre de moto avec laquelle on peut faire du tourisme et on peut aussi aller au boulot. Et ça, vu que c'est quand même The Beast 3.0, c'est pas la moindre des qualités. Par contre, on va être franc tout de suite, c'est quand même une moto qui demande un sang-froid mais absolument hallucinant pour pouvoir rouler à 80 km/h. Parce qu'avec ça, même Chantal Perrichon, elle ferait des wheelings en 4ème, et même notre barbounet préféré, il partirait de feu rouge en run avec un nuage de fumée à l'arrière. Mais c'est impossible, le problème c'est que c'est impossible de rouler relativement doucement, non pas parce que on sent les âmes d'un hooligan, mais parce que le niveau de performance et de facilité, il est juste incroyable. Les suspensions, elles gomment à peu près tout, sa motrice à mort, le contrôle de traction est hyper efficace, il y a un train avant, mais avec lequel on est en confiance, mais tout de suite. Et puis les pneus, c'est des Bridgestone S22, ça chauffe bien, il y a un super bon feeling, une bonne remontée d'informations. Et puis surtout, l'ergonomie qui est très neutre et très naturelle permet en fait de bouger facilement au guidon, ce qui fait que quand on a l'impression qu'on arrive un poil vite dans un virage, toc, on bouge un peu le haut du corps, on ouvre une cuisse, on baisse un peu le coude, enfin tous les artifices de pilotage, on penche la tête vers l'intérieur, et puis la moto elle tourne comme si c'était une lame qui ne pèse absolument rien. Et c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde cette machine, c'est fort en sensation, très fort en sensation. C'est quand même relativement facile à emmener, même si quand on tartine, et là c'est le cas, faut quand même admettre qu'il faudra un peu de sang-froid et un peu de niveau parce que ça déboule très vite. Et en parlant de très vite, tout à l'heure on roule à Portimao et je vous raconte la suite après la pub.
La vraie question, Philippe, est-ce qu'une machine étonnamment confortable sur la route peut devenir amusante mais surtout rigoureuse sur piste? T'as la santé là, pour t'infliger 6 sessions sur les montagnes russes du circuit de Portimao? Là on va se lancer, on est sur le circuit de Portimao. Mais là c'est pas la même blague, hein. C'est un... Alors ce qui est fou, c'est que la troisième prend 180, quand on rentre dans la ligne droite, en quatrième le 110 elle se lève, la cinquième prend 255. Ben voilà, ça a les perfs quasiment d'une sportive. Alors je vais ralentir un peu hein, parce que tenir la voie à un rythme normal, c'est un coup à s'en coller une. Donc il y aura d'un côté des images où ça roule et puis de l'autre la voie où ça explique un peu plus. Alors on retrouve les fondamentaux sur la piste, hein, c'est ce moteur qui est absolument incroyable, qui permet de ressortir fort des virages dès les mi-régime, et puis tu as cette allonge qui fait que ça se lève encore en quatrième, et ça c'est vraiment impressionnant quand on pense que dans ma jeunesse, hein, quand j'ai commencé la moto, les sportifs faisaient 130 chevaux, là c'est carrément autre chose. Autre bon point, ce train avant, ça reste une qualité majeure, notamment dans les virages lents, avec le grand guidon, on arrive un peu cata. On se bouge, on jette la moto, l'avant, il est soudé par terre, il bouge pas. Alors le S22 il fait le job, hein, mais on arrive quand même à trouver un peu les limites d'adhérence. Après l'électronique est très bien calibrée et change le comportement de la moto selon la cartographie choisie. Faudra passer un peu de temps pour bosser tout ça parce que en fonction de votre niveau de pilotage et du type de circuit sur lequel vous êtes, c'est pas la même moto. La réponse à la poignée, le fonctionnement de l'anti-patinage, le fait de pouvoir avoir la puissance quand on met de l'angle ou pas, ça change beaucoup. Et il faudra pas hésiter à passer un peu de temps à regarder comment tout ça fonctionne pour avoir une moto vraiment à sa main. Train avant nickel, les freins rien à dire, les Stilema ils font un super boulot, ils sont dosables, puissants, précis, rien à raconter. J'ai eu de temps en temps un petit souci de shifter ou de rapport qui n'engage pas vraiment. C'est vrai que sur les gros bicylindres on est un peu à la limite de la flexibilité du système. Autre point commun avec la route, les suspensions très sensibles au réglage, on peut effectivement tout durcir. Ça reste un roadster, hein, donc à un moment il y a du mouvement de suspension. À ce prix là on a une vraie sportive qui sera sûrement un peu plus efficace, peut-être un peu moins drôle et surtout moins polyvalente. En tout cas cette machine elle mérite vraiment son nom de beast par son niveau de perf, par sa polyvalence et surtout par le plaisir incroyable qu'elle s'est distillé. Moi j'ai hâte du comparatif avec la Juno et la Street Fighter. Et d'ici là, je vous fais un gros bisou sur le casque et je vous dis à très bientôt les copains sur Motor Live. Pendant longtemps, la KTM 1290 Super Duke R n'avait quasiment pas de concurrente sur le marché, à part l'Aprilia Tuono V4 1100, un peu plus radical. Mais l'offre des roadsters qui envoient du steak va s'étoffer, et le spectre va s'élargir avec l'arrivée imminente des Ducati Street Fighter V4 et Kawasaki ZH2. La KTM va perdre la couronne du roadster le plus puissant du marché. Les questions caractère, gros cœur et plaisir de conduite, elle défendre chèrement sa place.